Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour ce meet-up des comètes by Extia. Alors chez Extia, je pense que vous le savez, on a la conviction que l'entreprise, elle a un rôle à jouer dans les projets et les enjeux sociétaux et solidaires. Et Arnaud Laurent vous le dira, mais depuis 2015, on a mis en place ce qu'on appelle maintenant chez nous notre pôle mécénat, qui est dirigé donc, par Arnaud Laurent. Et depuis, on offre un soutien qui peut être sur 3 leviers, soit financier, soit en nature, soit de compétences, à des associations partenaires pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs et les enjeux qu'ils portent au quotidien. Pour ce meet-up, on a souhaité mettre en lumière un sujet que nous pensons très important, celui de la protection des océans. Et pour l'occasion, nous avons convié l'association The Sea Cleaners, qui est une association, peut-être que vous la connaissez d'ores et déjà, c'est une association à but non lucratif qui a pour but justement de lutter contre la pollution plastique dans les océans. Elle mène auprès du grand public plusieurs actions de sensibilisation, mais aussi des opérations de nettoyage en mer et sur les côtes. Et elle est particulièrement aussi connue pour son projet qui a été de concevoir un bateau, le Manta, qui est capable de collecter et de traiter des déchets plastiques chaque jour du coup. Mais je vais vous laisser entre les mains de Stanislas, donc Stanislas Conseiller, qui s'occupe du mécénat de l'association, pour vous en parler, parce qu'il est quand même mieux placé que moi pour vous en parler. Et puis ensuite, notre responsable mécénat, Arnaud Laurent, interviendra pour revenir sur l'importance de ce partenariat. Stanislas, je vous laisse prendre la main pour cette présentation. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon meet-up et n'hésitez pas à réagir dans le chat ou à poser vos questions dans l'onglet qui est prévu à cet effet. On prendra le temps de répondre à chacune de vos questions. Bonjour à tous. Donc, je suis Stanislas Conseiller, comme il a été dit, et je suis en charge au sein de l'association The Sea Cleaners du mécénat et des partenariats. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est que je vous fasse un peu une présentation dans laquelle, bien entendu, on reviendra et on parlera de The Sea Cleaners et de nos projets et de ce que nous faisons. Mais surtout, ce que je voudrais, c'est vous parler un petit peu de la problématique de la pollution plastique et notamment de ses impacts sur les océans et sur la biodiversité pour commencer. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Normalement, on a répété, ça marchait très bien. Donc, on y va. Voilà, je me mets en mode plein écran et on est parti. Parfait. Alors d'abord, je voudrais vous parler un peu du plastique. Donc le plastique, c'est un dérivé du pétrole. Hein. Voilà. Et le mot plastique vient du grec plastikos, qui veut dire propre au modelage. Donc on est sur une matière qui a été développée dans les années 50 et qui a plein d'avantages. Mais vous allez voir, elle a malheureusement plein d'inconvénients. Les avantages, c'est que c'est léger, c'est rigide, c'est souple, c'est isolant, c'est résistant. C'est assez incassable, indéformable selon, évidemment, lorsqu'on parle d'une bouteille d'eau, on est dans quelque chose de déformable, mais ça reste assez pratique. Et puis, on a le côté transparent, opaque, on voit bien dans les dérivés qu'on peut utiliser dans le packaging, etc., etc. Et puis, finalement, c'est peu cher. Et ça, c'est aussi un gros problème parce que c'est très peu cher. Et donc, voilà. Donc, le plastique, c'est dérivé du pétrole. Il faut pas l'oublier, hein, ça part de là. C'est aussi pour ça que quand on parle un peu de lutter contre la production plastique, on a des acteurs qui sont très importants et c'est souvent des acteurs qui sont liés aux hydrocarbures. Donc le plastique, extraction comme du pétrole, voilà. Ensuite, on le transforme chimiquement, on fait des granulats qui vont terminer par exemple en bouteilles de plastique et que vous allez pouvoir acheter. Et puis malheureusement, on va le voir avec les chiffres qu'on va vous donner, il y a seulement à peu près 10% seulement du plastique qui a été produit depuis les années 50 qui a été recyclé. Donc on arrive à avoir pas mal d'abandons dans la nature. Et puis ces abandons dans la nature, souvent c'est à terre. Et ça va terminer dans les rivières, amené par le vent, par les pluies. Et puis des rivières, ça rentre dans le cycle de l'eau et ça arrive dans les océans. On a, pour vous donner un exemple, 80% des déchets plastiques qu'on retrouve dans les océans viennent de la Terre. Ensuite, le plastique, il va se fragmenter. Il va, sous l'effet de l'usure du temps, du soleil,
des embruns, il va se fragmenter. Alors ça prend beaucoup de temps, hein. On pense que une bouteille plastique, pour qu'elle se fragmente complètement, ça peut être jusqu'à 500 ans. Le plastique même, il voyage, hein. Pour vous donner, vous avez sans doute entendu parler des continents de plastique. Donc il y a 5 gyres, des zones où on retrouve une agglomération de plastique. Souvent, c'est sous forme de microplastique, pas de macroplastique. Ben, il y a eu des tests qui ont été faits, ben, pour qu'une bouteille qui partirait d'une rivière aux Pays-Bas, elle arrive dans un canal aux Pays-Bas, elle arrive je dis Pays-Bas parce que ça a été fait le test par une organisation hollandaise. Et pour qu'elle arrive sur ces fameux continents de plastique, ben, elle va mettre près de 20 ans. Voilà. Et pendant ce temps-là, elle va faire le tour des côtes, emmenée par les courants, puis les courants vont la ramener au centre. Donc ça se fragmente, et en se fragmentant, ben, ça devient des microplastiques, voire des nanoplastiques, des nanoparticules, pardon, des microparticules, des nanoparticules, et on voit bien, hein, ils peuvent être mangés par la faune marine, et puis ben, nous, on va manger du poisson qui a sans doute ingurgité du plastique. Et puis bon, ça c'est vraiment l'exemple avec le poisson qui mange le plastique, mais attendez, parce que il n'y a pas que ça. Donc il y a aussi un phénomène de cycle de l'eau. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ces microparticules qui sont dans les océans, ben, avec l'effet des embruns, des vagues à se secouer, le vent, hop, eh ben, elles vont s'évaporer et rentrer comme l'eau, hein, en forme de condensation, et arriver dans les nuages, et donc arriver avec de la pluie et avec de la neige, ben, revenir sur Terre. Et c'est pour ça qu'on trouve des traces de microplastiques au sommet des montagnes. Voilà, donc ça veut dire qu'au finalement, bah, ce plastique qu'on a créé, on finit par en trouver au sommet des montagnes et au fin fond des mers, parce qu'une partie ne va pas être amenée en surface, mais va vraiment disparaître au fond de l'eau. Voilà, donc on retrouve tout ça partout. Donc là, c'est vraiment, je vous ai expliqué un peu la transformation et le cycle du plastique. Alors maintenant, quelques chiffres sur la production. Donc comme je vous l'ai dit, hein, ça vient des années 1950, et puis une production exponentielle, puisque voilà, on consomme 265 fois plus de plastique qu'en 1950. Voilà. Et la moitié des plastiques ont été fabriqués depuis les années 2000, et la production, on pense que d'ici 2040, elle va doubler. Donc ça, c'est un phénomène assez important. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce plastique, il est souvent, parce que on est dans beaucoup de zones, là on parle à l'échelle mondiale, hein. Donc évidemment, on voit bien que, par exemple, en France, on va être dans la capacité de recycler entre 50 et 60% du plastique. Mais pas à vie, parce que tout le plastique n'est pas recyclable, on va en parler. Il y a des pays, par exemple, qui sont très forts, et notamment, par exemple, l'Allemagne. L'Allemagne, 90% des bouteilles de plastique sont recyclées. C'est les premiers au monde, mais vous avez des endroits où il n'y a absolument pas d'infrastructure de collecte et de recyclage. Et donc, ces tonnes de plastique qui sont sur les côtes et dans des décharges sauvages, finalement, comme je vous l'ai dit, ils sont amenés par les rivières, par les vents, par les courants. Ils sont pas jetés directement dans l'eau, mais et donc on arrive à avoir 17 tonnes par minute qui sont versées dans les océans. Donc on est des quantités phénoménales. La pollution, les déchets à Paris, c'était rien à côté de ça. Voilà. Donc ça veut dire que en gros 23 à 37 millions de tonnes par an d'ici 2040 devraient arriver dans les océans. Et il y a une statistique qui a été faite et qui fait peur, qui fait dire que par 1 mètre de rivage, de côte, il y a 50 kilos de plastique. Il y a même une statistique qui dit que d'ici 2050, il y aura autant de masse de plastique dans les océans que de masse de poissons. Voilà. Donc forcément, ce plastique qui est là, il atteint la biodiversité. Vous avez quelques chiffres ici qui sont absolument phénoménaux, hein, 3800 espèces marines impactées par la pollution, 1,5 million d'animaux marins, etc. Donc voilà. Et il y a un double effet, l'effet d'ingurgitation, l'effet de les tortues qui prennent les sacs plastiques pour des méduses, les animaux qui se coincent avec du plastique. On trouve des baleines quand on les a échoués sur les plages, et quand on les ouvre, il y a des déchets plastiques à l'intérieur. Donc voilà, donc on a un effet terrible sur la biodiversité, et je vais vous en parler tout à l'heure, je peux même vous en parler tout de suite. On a même découvert une nouvelle maladie qui s'appelle la plasticose en Australie, il y a pas longtemps, hein. On parle d'une étude qui a été publiée il y a moins d'un mois. Et en fait, ces poissons marins qui mangent des déchets ou qui essayent d'attraper des poissons qui finalement attrapent des déchets, enfin bon voilà, à force d'ingurgiter du plastique, ils ont développé une nouvelle maladie digestive qui s'appelle la plasticose. C'est terrible, un plasticosis en anglais.
Mais donc on en découvre tous les jours. Bon, ça a évidemment un impact sur la biodiversité, un impact sur l'économie, hein. Il y a une estimation faite par l'UNEP. On est sur des estimations à 19 milliards de dollars d'impact tous les ans. Donc sur le coût de la pollution plastique qui impacte le tourisme, la pêche, l'aquaculture, les opérations, le coût de l'opération nettoyage. Donc voilà, donc, vous voyez, quand on donne ce chiffre de 19 milliards de dollars par an, et quand on sait que pour construire toutes les solutions dont on va vous parler, bah, finalement, il nous faudrait peut-être 3 milliards d'euros, on se dit, tiens, il y a peut-être moyen de, d'affecter un petit peu plus de ressources à la collecte du plastique en mer. On va en reparler. Ça a un impact évidemment sur le gaz, sur le changement climatique, parce que le plastique à la production, au transport, voilà, à la collecte, bon, il est dans le cycle industriel, même parfois à l'incinération, il va émettre des gaz à effet de serre. Et puis même quand il se dégrade par lui-même, hein, le plastique, quand il est dans les océans, dans la nature, il émet de l'éthylène, du méthane, qui sont des gaz à effet de serre 25 fois plus importants que le CO2, hein, qui ont 25 fois plus d'impact sur le changement climatique que le CO2. Donc tout le cycle de production du plastique et de détérioration, on va dire mécanique, pas naturelle, hein, c'est pas le bon terme, donc je vais utiliser le terme mécanique du plastique, ben, ça a un impact sur le changement climatique. Et puis le deuxième impact, c'est que ben, les phytoplanctons, il faut savoir que le plancton et les océans absorbent 25% des gaz à effet de serre, du CO2, pardon, qui est dans du CO2 qui est dans l'air. Donc ce CO2, c'est 25%, pour vous donner un exemple, les forêts, c'est 15% qu'elles absorbent. Donc les océans absorbent quasiment 2 fois plus de CO2 que, les forêts. Mais qu'est-ce qui absorbe le CO2 dans les océans? C'est pas l'eau, c'est les organismes vivants. Hein, c'est ce qu'on appelle les planctons. Les planctons qui se baladent. Le plancton, c'est un mot générique pour parler de tous les organismes qui vont être dans l'eau, capables de se balader au gré des courants. Donc, notamment les planctons. Voilà. Donc, si ces planctons sont obstrués par des microparticules de plastique, ben, elles perdent, ils vont perdre de leur capacité d'absorption du CO2. Voilà. Donc, les émissions cumulées, hein, en comptant tout, voilà, enfin, c'est absolument phénoménal. Donc voilà. Dernier impact, bah, la santé humaine. Un homme adulte, alors attendez, je précise bien, on est au conditionnel ici, ingérerait et inhalerait jusqu'à 121 000 microparticules de plastique par an. C'est ce qu'on va un peu, donc évidemment c'est par l'inhalation, hein, comme je vous l'ai dit, le plastique qui arrive, les microparticules qui arrivent dans l'air, dans la gestion, même dans les bouteilles. Hein, si vous prenez une bouteille d'eau, que vous avez laissé trop longtemps l'eau au contact du plastique, et il n'est pas à l'abri vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait des microparticules de plastique qui soient déposées dans cette eau, le contact avec la peau. Voilà. Donc, et puis les plastiques, les microparticules de plastique, on ne sait pas ce qu'elles transportent, mais on sait que les bactéries et les virus aiment bien s'y accrocher. Donc ça peut être assez problématique. Et l'image qui est donnée en général, c'est de dire on absorberait une carte de crédit de plastique par semaine. Je dis on absorberait parce que aujourd'hui c'est pas des choses qu'on est capable de prouver, mais on voit bien que dans la logique de tout ce que je vous ai expliqué sur cette transformation du plastique, ça pourrait être vrai. Voilà. Des publications récentes qu'on a rajoutées à notre présentation parce que qui sont vraiment hallucinantes. Finalement, la quantité de polymères flottant près de la surface pourrait tripler d'ici à 2040. Vous voyez, donc quand on parle d'exponentiel, on est vraiment sur l'exponentiel. Et puis, cette fameuse plasticosis dont je vous ai parlé. Alors, le plastique, peut-on l'arrêter totalement? Nous, c'est pas notre positionnement chez The Sea Cleaners. Je vais vous donner une principale raison. C'est qu'il y a 2 milliards d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et s'il n'y a pas de bouteilles en plastique pour leur ramener l'eau, bah, ils ont un problème d'accès à l'eau. Donc non, il n'est pas question aujourd'hui de supprimer complètement le plastique. Mais c'est sûr qu'il faut supprimer le plastique à usage unique. Ça, c'est quelque chose le plus possible. Donc voilà, essayer de s'en passer quand on peut s'en passer. En revanche, il y a des cas où on ne peut pas s'en passer. Et donc, bah, ces plastiques-là, il faut pouvoir continuer à les utiliser. Et donc, avoir une parole plutôt d'explication, d'éducation sur quoi faire une fois qu'on a utilisé ce plastique et puis comment le faire rentrer dans un circuit d'économie circulaire. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, en plus comme il y a eu des nouvelles publications, on s'intéresse beaucoup à l'océan, bah, il y a de plus en plus de pays
qui commencent à avoir des politiques portées par l'Europe, par l'ONU, par les Green Deal, etc., y compris en France, avec des engagements visant à limiter le plastique à usage unique. Vous en avez vu des effets aujourd'hui, y compris dans si vous allez chez le mot m'échappe, mais bon, je vais vous éviter de donner une marque. Mais si vous allez dans un fast-food, voilà, un fast-food aujourd'hui doit faire attention à ne plus vous proposer des couverts en plastique à usage unique, mais plutôt des choses qui peuvent être en carton, en papier ou qui peuvent être aussi réutilisables. Donc ça, c'est un point important. Alors que deviennent les plastiques, nos déchets plastiques une fois utilisés? Donc seulement 14% des déchets plastiques sont triés, vous voyez, et 10% seulement sont recyclés. Hein, donc et là, on est vraiment sur un chiffre global. Alors, on n'est pas sur la France même, mais sur un chiffre à peu près à l'échelle mondiale. Donc voilà. Et seuls 2% sont recyclés plus d'une fois. Parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est que le plastique ne peut être recyclé que d'une à trois fois. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un problème et auquel on doit faire face. Et avec, vous le verrez dans la carte que je vous montrerai, un impact sur les océans et les côtes qui est très important. Stanislas, je me permets de vous interrompre là, Donc, parce que j'ai une question dans le oui, chat et enfin, ça s'y prête bien que je vous la pose maintenant. Parce que quand on revenait sur les oui. risques que vous aviez présentés, notamment sur l'ingestion de la quantité de plastique, on demandait si vous aviez la référence des chiffres que vous aviez présentés. Je ne sais pas si vous l'avez. Alors, je l'ai pas là, mais je vous donnerai les chiffres sur les études. Oui, on pourra la Vous avez vu, partager. ce sont des chiffres qui sont conditionnés. Ouais, je vous la partagerai. Et vous pourrez la partager. C'est vraiment sur la partie ingestion. C'est, euh, c'est, c'est, euh, j'ai bien précisé qu'on était sur du conditionnel. C'est-à-dire que autant sur les études qui prouvent la quantité, les études qui ont été faites sur les animaux, qui prouvent la plasticose, on a des choses précises. Autant sur la partie ingestion, on est sur des choses encore pas C'est la très qualité. scientifiquement prouvées. Ouais. Ok. Donc on a des références parce qu'on a des publications et des estimations qui sont faites sur des calculs, mais pas directement. C'est-à-dire qu'on n'a pas disséqué des corps humains pour savoir quel était le taux de plastique qu'ils avaient ingéré et en combien de temps. Mais on sait que on a trouvé dans du placenta des microparticules de plastique. Donc il y a des choses qui ont été prouvées. Donc voilà, donc j'essaierai de partager avec Ça vous le marche. maximum d'informations de ce point de vue-là. Mais c'est pour ça que j'avais bien précisé que c'était au conditionnel. Et cette histoire de carte de crédit qu'on a bien utilisée et qui est facile pour essayer de convaincre de lutter contre malheureusement, on n'a pas, c'est pas le bon terme de dire malheureusement on n'a pas la preuve, mais c'est quelque chose qui est vraiment fortement pressenti, mais qui n'a pas été Mm. prouvé de façon 100% sûre et certaine. Voilà. À la suite de ce Donc meet-up, je ceci pense cleaners. Donc qu'on nous, leur envoyer du coup les études, notamment celles sur la je vous plasticose vous enverrai, sur ouais, Robin. Mm. Je vous exactement. laisse. Je vous enverrai le lien vers les différentes études. On a un comité scientifique chez The Sea Cleaners et qui nous alimente de toutes ces études. Donc, je pourrais partager des choses avec vous à ce sujet. Donc, The Sea Cleaners. Donc, The Sea Cleaners, on est une jeune ONG, une fondation. On n'a pas encore le terme ONG, on est une association d'intérêt général. On n'a pas encore le terme d'ONG, mais on est en train de mettre en place la gouvernance qui fait qu'un jour, on pourra être appelé ONG d'un point de vue international, NGO. Mais donc voilà, donc on est une association d'intérêt général, pas encore reconnue d'utilité publique, mais on espère l'être. Voilà. On a été créé en 2016 par Yvan Bourgnon, qui est un marin qui a fait beaucoup de courses et beaucoup d'exploits aussi, pas simplement des courses, mais des exploits comme le tour du monde sur un mini catamaran non habitable. Et sans GPS. Voilà, pour vous donner un petit exemple. Et donc, Yvan, quand il est revenu de son tour du monde en mini catamaran, il s'est rendu compte parce qu'il a longé les côtes qu'il y avait de plus en plus de plastique dans l'eau. Et il s'est dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et donc, il a eu l'idée de créer The Sea Cleaners et d'aller peut-être au départ se dire, mais comment on peut faire pour aller ramasser ce plastique qui est dans les océans. Donc, notre mission, c'est contribuer à nettoyer les océans et les milieux aquatiques, bien entendu, c'est notre première mission. Évidemment, sensibiliser et mobiliser tous les publics pour changer durablement les comportements sur l'utilisation du plastique unique, pour éviter que les bouteilles d'eau soient jetées directement à terre, voilà, pour que aussi les institutions et et les organismes publics dans certaines zones géographiques du monde prennent conscience qu'il faut organiser la collecte et la transformation du plastique, et aussi bien comprendre, développer et diffuser largement les connaissances scientifiques, mener encore plus de recherches pour comprendre comment on peut lutter contre cette pollution, comment on peut faire évoluer aussi nos outils de collecte, et puis impulser localement des dynamiques d'économie circulaire, c'est-à-dire d'amener
des solutions de valorisation des déchets, là où on va aller collecter avec nos bateaux du plastique et qu'il n'y a pas d'infrastructure. Donc créé en 2016, on a jusqu'à ces dernières années consacré beaucoup de temps à faire de la sensibilisation et de la communication de cause en France, principalement en France. On a un réseau de bénévoles, on organise aussi des opérations de collecte de déchets à terre. Et puis on a surtout beaucoup travaillé sur faire concevoir nos solutions de collecte en mer, dont la principale, le Manta, que je vais vous présenter, a reçu la validation par Bureau Veritas. Et donc aujourd'hui, on peut rentrer dans une phase où on va construire notre flotte, développer notre flotte pour aller collecter en mer. Donc là, c'est là que je veux bien euh, que on partage cette La vidéo. vidéo. Donc faut-il que Non, oui, vous vous avez pouvez la main? arrêter le partage et comme ça, moi, je Il pourrais faut que partager. j'arrête mon partage. Il me semble, oui. Alors, comment Voilà. j'arrête le partage? Arrêtez le partage, voilà. Simplement, voilà, merci. Hop, et moi, Merci. je charge de partager la présentation de vidéo du Manta. C'est parti. Alors attention, le son risque d'être un petit peu plus fort. 17 tonnes de déchets plastiques se déversent dans les océans chaque minute, soit 10 à 12 millions de tonnes chaque année. Bienvenue à bord du Manta, un géant des mers unique au monde, conçu pour défendre les océans en apportant une réponse complète, corrective et préventive pour lutter contre la pollution plastique. Tel l'arrêt Manta qui se nourrit en filtrant l'eau de mer, le Manta avale les déchets plastiques flottants à partir de 10 mm, les transforme à bord en énergie ou les rapporte à terre pour y être valorisés. Le Manta est capable de ramasser jusqu'à 3 tonnes de déchets par heure. Dans les eaux côtières, 3 systèmes de collecte de surface piègent les plastiques jusqu'à 1 mètre de profondeur. Les zones peu profondes, trop étroites, sont traitées par les Mobula, 2 bateaux polyvalents qui vont collecter les microdéchets, les macrodéchets, les hydrocarbures. Ils peuvent ramasser et stocker jusqu'à 10 mètres cubes de déchets dans les eaux côtières agitées, les fleuves à fort courant, mais également dans les eaux calmes et protégées. Les macrodéchets flottant à la surface de l'eau sont aspirés à l'intérieur du Manta par des tapis collecteurs situés entre les coques, puis dirigés vers l'usine de traitement des déchets au cœur du bateau, où ils seront transformés en énergie. Ils sont acheminés vers l'unité de tri où des opérateurs les séparent manuellement selon leur nature. Les déchets en métal, en verre ou en aluminium sont stockés pour être recyclés à terre localement. Les matières organiques sont remises à l'eau. Les déchets plastiques broyés puis compactés pour accroître leur densité sont envoyés vers l'unité de conversion énergétique. Pièce maîtresse du Manta, l'unité de conversion énergétique va porter les déchets à haute température pour les transformer en gaz de synthèse. Au cours de ce processus, les émissions de chaleur et les gaz résiduels sont récupérés pour couvrir les besoins du Manta et préserver l'environnement. Le gaz entraîne un groupe turbo-alternateur pour produire l'électricité alimentant l'ensemble des équipements du Manta. Son usine de traitement des déchets, son poste de pilotage, ses batteries et ses groupes de propulsion. Le Manta est ainsi capable de traiter 100% des déchets collectés à son bord avec l'objectif d'en collecter 5 à 10 000 tonnes par an. Le Manta est alimenté par des sources d'énergie renouvelables et doté d'une propulsion hybride grâce à ses gréements automatisés. C'est un ambassadeur des technologies de navigation propre avec une empreinte environnementale minime et un objectif de 75% d'autonomie énergétique en moyenne. Centre mondial de recherche sur la pollution plastique, le Manta accueillera aussi des missions scientifiques. Lors de ces escales, il sera ouvert au grand public comme plateforme de sensibilisation et de prévention. Parcourant les estuaires et embouchures des grands fleuves, longeant les côtes des pays les plus impactés au monde par les déchets plastiques, le Manta incarne le message qu'il est possible et urgent d'agir pour les océans. Parfait. Alors, j'arrête le Alors, partage. je reprends la main. Tac. Ouais. Et on a une première question, Stanislas, peut-être que je vous la pose, de Colline qui nous demande pourquoi les déchets organiques sont-ils remis à l'eau?
Parce qu'en fait, les déchets organiques, c'est des choses vivantes et donc ils n'ont pas vocation à être traités ou brûlés. Alors le manta et nos outils de collecte, quand ils collectent, quand ils ramassent le plastique, ils avancent à une vitesse entre un et 2 nœuds. Donc, un ou deux nœuds, ça veut dire qu'on se parle de 1,8 km/h à 3,6 km/h. Ce qui veut dire que les poissons, normalement, bah, ils ont la capacité de s'échapper quand ils voient le manta arriver. Mais voilà, donc l'idée, c'est que si jamais on ramasse des algues ou des choses comme ça dans le tri, bah, qu'on les remette à l'eau. Voilà. Donc, faut rendre à la terre. Hein. C'est le 5e R, c'est rendre à la terre. Donc l'idée, c'est de remettre ce qui est vivant à l'eau. Donc voilà, donc vous voyez à nouveau ma présentation. Donc le manta, vous l'avez vu, hein, un bateau assez impressionnant. Hein, vous avez vu, c'est allé assez vite, mais il fait 55 mètres de long, 52 mètres de long, 26 mètres de large. Là, les chiffres sont plus très bons et il fera 60 mètres de haut. Donc voilà, et donc il est 75% en énergie renouvelable. Hein, ça c'est vraiment un aspect fondamental. C'était aussi une des idées d'Yvan Bourgnon, c'était de dire essayons de nettoyer les océans sans trop charger l'atmosphère, quoi, en étant attentionné aussi pour l'atmosphère. Donc ça, c'est un point important. Et donc, vous avez pardon, c'est fabuleux. Oui, oui, ils sont fabuleux. Ces fameux mobulas. Là, vous aviez la version. Hein, alors, évidemment, le manta, alors, chose très importante, le manta n'existe pas aujourd'hui. Nous avons validé les plans, je vais vous en reparler. Mais donc, tout ce que vous avez vu, c'était de l'image de synthèse. Donc, vous voyez la transformation de l'image de synthèse du Mobula 10 et Mobula 8 en schéma et en plan réel de bateau. Donc, on a aujourd'hui déjà un Mobula 8, on en a un deuxième en construction, un Mobula 10 qui est aujourd'hui en construction. Et voilà un peu à quoi ils vont ressembler et ce qui est plus tout à fait ce qu'on voyait dans la vidéo. Mais là, ça devient vraiment concret et avec des capacités différentes pour ramasser. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir, donc il y aura 2 mobulas à bord du manta, mais l'idée, c'est d'avoir aussi plusieurs mobulas, 8 et 10 sur différentes zones pour multiplier les opérations. Donc aujourd'hui, on a un mobula qui intervient à Bali. Alors évidemment, quand on est avec les mobulas et sont avec le manta est un bateau usine, donc il recycle les déchets. Mais là où il n'y aura pas le manta, l'idée, c'est avec des containers, hein, qui sont des unités de valorisation énergétique ou de recyclage, c'est d'amener toujours une solution dans les zones où il n'y a pas d'infrastructure pour traiter les déchets qui auront été ramassés. Vous avez ici une carte. Alors cette carte, elle ne montre pas ce qu'on appelle les continents de plastique, les 5 continents de plastique, mais ce qu'elle montre, c'est la concentration de plastique sur les côtes. Parce que nous, on est avec des solutions qui auront plutôt vocation à aller près des côtes. L'idée, c'est, comme je vous l'ai dit, hein, plus le continent de plastique, le plastique il est déjà très dégradé, il n'y a plus beaucoup de macroplastique, il y a beaucoup de... Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller le plus près des côtes pour éviter là où ce plastique va tourner pendant 20 ans avant d'aller dans les continents, dans les gires. Et donc, c'est vraiment d'être sur ces actions de collecte. Et vous voyez ici sur la carte, ben, là où il y a le plus de plastique sur les côtes, c'est là où il y a le plus de concentration de population et là où il y a des grands fleuves aussi. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, 80% vient de la terre, donc ça arrive dans les rivières, dans les fleuves et des fleuves à la mer. Donc, nous, nos opérations aujourd'hui, elles ont commencé en Indonésie et à terme, l'intérêt, c'est que le manta, il puisse être en opération et nos mobulas en océan Indien, dans le golfe du Guinée, et pourquoi pas en Amérique centrale et en Amérique du Sud, en fonction des opportunités. Donc voilà, c'est les zones où on veut être. Donc notre plan pour les 6 prochaines années, c'est évidemment le choix du chantier naval, du manta, qui est en cours, le lancement de sa construction, c'est un bateau de prototype, il va mettre 2 ans à être construit, et puis qu'il puisse opérer, commencer en 2026, 2027, 2028, et partout où il l'opérera, on fera des programmes de recherche à bord, des campagnes de sensibilisation dans les pays d'opération, ça c'est vraiment un point important. Puis en parallèle, on espère qu'on travaillera sur d'autres solutions que le manta, c'est-à-dire peut-être des mantas sans plateforme de recherche, un peu plus petits, différents, voilà. Donc, mais l'idée c'est de multiplier les capacités de solution. Et puis on a nos modulas. Donc on en a un aujourd'hui qui opère en Indonésie, on en a 2 en construction, 2 on a lancé la construction grâce au fonds qu'on a réussi à obtenir lors du Z-Event. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le Z-Event, mais j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler. Donc voilà, l'idée c'est de déployer une flotte de modulas, par exemple peut-être de 2 par an, en fonction des sous aussi qu'on arrivera à lever pour multiplier les zones d'intervention. En parallèle, on a défini 12 indicateurs de mesure et sur lesquels on a fixé un peu une trajectoire et de se dire, par rapport à ces 6 prochaines années, quels sont nos objectifs en termes de collecte, en termes de traitement, en termes de prévention, de sensibilisation, d'études scientifiques, etc., etc.
Donc, on a aussi une capacité à suivre notre activité de façon très précise et à pouvoir communiquer sur les impacts. On est présent avec auprès d'organismes et des partenariats majeurs pour justement porter le message de la lutte contre la pollution plastique et de l'importance de s'y intéresser. C'est pour ça qu'on est présent sur les COP, sur les opérations de l'UN, sur les Ocean Conference, voilà. Donc vraiment essayer d'être présent et évidemment on explique qu'on a un impact sur les objectifs de développement durable hein, avec notamment les indicateurs que je vous ai montrés. Mais ça c'est un point important. Et puis donc on a été présent au Z-Event. On a fait partie des 5 associations qui ont été retenues hein, parmi 25 suite à un vote du grand public hein, ou des jeunes, parce que le Z-Event c'est des jeunes, hein, c'est des streamers, des gamers. Vous connaissez sans doute ça très bien. Et donc, vous voyez, c'est 10 millions qui ont été levés en 48 heures, un peu plus. Et donc, nous, on en a pu en bénéficier d'un quart. Et c'est assez impressionnant. Et on était très fiers d'avoir été retenus à côté d'organisations qui sont beaucoup plus connues que nous, comme LPO, WWF, Sea Shepherd, etc. Alors, un petit point que je voudrais vous dire, c'est que aujourd'hui, quand on parle des entreprises, des collaborateurs, des clients, et qu'on les interroge sur c'est quoi l'engagement dans la RSE d'une entreprise, bah, pour les clients et les collaborateurs, on voit c'est la protection de l'environnement. La réalité pour nous, ONG, c'est qu'en fait, si on regarde les fonds de mécénat et de leur fléchage vers les ONG, bah, l'environnement, on n'attire aujourd'hui que 10% des fonds. Voilà. Donc on est un peu la cause parent pauvre encore de la générosité. Donc on n'a pas de doute que ça va augmenter, mais ça veut dire qu'on vient de loin et par rapport à d'autres causes qui sont aussi quand même importantes. On parle de la culture, on parle des réfugiés, de la solidarité, voilà, et de la recherche médicale. Donc, je ne dis pas qu'une cause est meilleure que l'autre, mais c'est juste pour dire que voilà, on est un peu décalé entre la priorité aussi parfois des clients, des collaborateurs et du moment et les fonds reçus. Voilà, j'ai fini ma présentation. Je vous invite à scanner rapidement, tac tac, ce petit QR code pour pouvoir vous connecter à nos réseaux sociaux et pouvoir nous suivre. Et puis, je vais arrêter le partage et je vais être disponible pour répondre aux voilà, questions. On a 3 petites questions, enfin des plus longues et des plus courtes. Donc, je vais commencer par la question de Ronan qui a réagi finalement à la vidéo sur le Manta et qui se demandait comment allait être construit ce bateau, et si ça allait être une entreprise écologique qui allait se charger de la construction. Alors, on est sur la construction d'un bateau, qui aura des panneaux solaires, de l'acier, des câbles électriques. Donc, sa construction, elle a un impact. On peut pas parler de construction écologique. Bien entendu, il y a un cahier des charges qui veut qu'il y ait moins de déchets possibles, de choses comme ça. Mais on sera sur un chantier naval, une construction classique d'un bateau. C'est dans son utilisation et dans son mode de fonctionnement que le Manta écologique. Un bateau qui fonctionne à 75% en énergie renouvelable, c'est simple, et un bateau usine, donc avec pas juste un bateau qui fait des exploits et qui fait juste de la collecte. Hein. Donc on parle vraiment de quelque chose avec pas marchand, mais presque marchand. Ce sera une grande première. Voilà, on a des prototypes comme Energy Observer ou des choses comme ça, mais qui sont plutôt dans une approche scientifique et de recherche. Jean-Louis Etienne travaille aussi sur un projet, le PolarPod, qui va aller en Antarctique. Donc voilà, mais là, on sera vraiment sur quelque chose d'une grande première. Donc ce qu'on fait en parallèle aussi, nous, c'est une ACV, donc une étude de fin de vie, qui permettra d'expliquer concrètement combien aura coûté le Manta en fabrication de CO2. Il a vocation à être utilisé pendant 30 à 40 ans. Combien il coûtera de CO2 par ces opérations. Voilà. Et puis, combien il devra coûter de CO2 lorsqu'il sera démantelé. Donc, on sera tout à fait transparent, mais je peux malheureusement pas dire que on reste sur une fabrication qui n'est On pas. reste sur une construction dans tous les cas. Ouais. Enfin, il y a un impact carbone certain à fabriquer un bateau comme ça. Donc, je continue avec Ronan. Mais c'est pour la bonne cause. Oui, bien sûr. Roland, qui a une deuxième question et qui est revenu sur une notion qui avait été mentionnée donc, dans la vidéo que vous avez partagée, Stanislas, celle de la capacité de récupération qui a été définie dans la vidéo. Et il nous dit qu'en fait, cette capacité de récupération est souvent maximale. Il voulait savoir en réalité quelle allait être la moyenne de cette capacité de récupération. C'est très difficile à dire. C'est-à-dire qu'on pense que c'est entre 5 000 et 10 000 tonnes par an.
Ça dépend, en fait, c'est la capacité mécanique en opérant 200 jours par an, c'est 10 000 tonnes. Voilà, ça c'est la capacité mécanique. Mais la concentration de pollution, heureusement, alors il y a des zones, c'est assez terrible. Je ne vous ai pas montré d'image, mais vous pouvez aller voir sur notre site, enfin, vous verrez des images, vous pouvez en voir partout, sur des plages et des zones maritimes qui sont recouvertes. Mais la pollution, heureusement, l'océan n'est pas qu'un tapis de plastique, hein. Donc, heureusement. Donc, la concentration de pollution, elle évolue. Et puis, il y a des choses, il y a des phénomènes. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple, la dernière fois qu'il y a eu des pluies importantes dans la région de Nice, où il y a eu de très gros dégâts dans les montagnes et sur certains villages, mais en fait, après, tous ces déchets, ils sont arrivés dans la mer. Et donc, il y avait notamment des images qui étaient assez impressionnantes. C'était le port de Cagnes-sur-Mer, qui était entièrement recouvert de déchets, dont beaucoup de plastique. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a aussi des moments où il va y avoir une plus forte concentration. Donc là, par exemple, on opère à Bali, et ce qu'on sait, c'est qu'avec l'arrivée de la période des pluies, on va avoir beaucoup plus de plastique qui vont arriver dans les océans. Donc ça aussi, c'est des choses, on n'a pas encore suffisamment d'expérience pour juger et pour communiquer sur les chiffres, mais on a des objectifs qui sont des objectifs mécaniques avec des estimations et on va suivre en fait combien on arrive à faire. Et je vais vous donner un exemple qui est assez important. Quand on organise par exemple une opération de collecte en Europe, en France, sur une plage et qu'on va avoir une cinquantaine de personnes qui participent, on va finalement ramasser à peu près 60 kilos. On a organisé des opérations de collecte en Indonésie avec une dizaine de personnes et on parle de 500 kilos collectés. Donc on est sur sur des quantités qui sont énormes. Donc on pense que peut-être même que nous on sous-estime les chiffres de ce qu'on va collecter. Merci Stanislas. Et j'ai une dernière question, enfin pour le moment du coup de Jean-Louis. Donc je vais prendre soin de bien passer son message parce qu'il prend, il rappelle au début que le problème est à la source, donc la surproduction, l'utilisation trop ponctuelle de solutions plastiques. Mais il rappelle aussi que les actions en mer, comme vous le disiez, sont assez coûteuses, l'un de vos enjeux forcément, et aussi en partie polluantes. Donc on parlait de la balance. Du coup, il demandait finalement sa question, c'est pourquoi ne pas multiplier les actions en bord de rive et au bon moment, lors des marées hautes et basses, afin d'éviter qu'ils repartent systématiquement en mer. Mais tout à fait, et tout à fait. Mais en fait, le problème, c'est que ce qu'il faut, c'est multiplier les actions. Donc ces actions-là, il faut les faire. Et c'est pour ça qu'il y a Ocean Cleanup. Je ne sais pas si vous connaissez Ocean Cleanup, c'est une ONG hollandaise. D'ailleurs, c'est eux qui ont fait les tests là dont je vous ai parlé. Eux, ils ont créé ce qu'ils appellent l'interceptor. Donc les interceptors, ils les mettent plutôt au niveau des rivières, donc pour éviter que ça sorte. Donc ça, c'est super. Et en plus, ils ont une méthode de collecte avec des grands filets, mais gigantesques, qui leur permettent d'aller dans les gyres. Donc voilà. Donc, mais le problème, c'est que en fait, il faut pas se contenter de ça. Ça, Jean-Louis a raison. Il faut qu'il y ait ça. Mais il y a tout ce plastique qui est déjà là. Qu'est-ce qu'on en fait? On le laisse là? Donc non, on le laisse là. On le laisse pas là parce que s'il est là, il se dégrade. Et comme je vous l'ai dit, les chiffres sont phénoménaux. Donc avant qu'on ait construit des intercepteurs partout, avant qu'on ait éduqué tout le monde, on va quadrupler le volume de plastique dans les océans. Donc la question, c'est de se dire, ok, il faut faire les opérations en amont, mais il faut aussi, il faut nettoyer j'allais dire des mots pas propres. Donc il faut nettoyer les déchets, quoi, et qui sont là. Donc toutes les solutions doivent être. Il faut multiplier le nombre de solutions. Il faut multiplier le type d'intervention, que ce soit des opérations côtières, que ce soit des opérations de pleine mer, que ce soit des opérations en amont, que ce soit ce que peut faire même Plastic Odyssey, qui va éduquer sur comment faire pour recycler plus de plastique en amont. Mais c'est fondamental. Ça fait partie de ce rôle de sensibilisation. Donc, toutes les actions sont bonnes. Voilà. Donc, mais il faut qu'elles tous, elles existent. Et notamment, celle que nous proposons aujourd'hui, elle n'existe pas. Donc, elle doit exister. Et elle est coûteuse. Tout à fait. Il n'y a pas de business model avec ça. Parce qu'en plus, ce plastique-là qu'on récupère, il est déjà dégradé et il peut pas être utilisé par les plastiques banques. Donc, il peut pas, voilà. Donc, vous savez que la Food Drug Administration a interdit le fait qu'on refabrique des bouteilles ou des récipients qui contiendraient des aliments
à partir de plastique qui a été ramassé en mer parce qu'il est déjà trop dégradé, parce qu'il y a déjà des tas de bactéries, etc., dont on n'est pas sûr que le processus de recyclage va les permettre de les éliminer. Donc voilà, donc il faut multiplier les solutions. Il faut pas toutes les solutions sont bonnes et il faut multiplier les nombres d'actions. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres. Toutes valent le coup. Alors, avant de laisser la parole à Arnaud, j'ai une dernière, enfin, deux questions que je vais combiner en une parce qu'elles abordent le même sujet. Vous parlez de business model, Stanislas. Il y a Bernardita qui nous demande si l'objectif à long terme serait de commercialiser le bateau Manta pour que les villes, les collectivités, les pays se chargent du nettoyage des côtes. Et est-ce que voilà, Lévin demande également si c'est prévu pour dégager des recettes? Alors, c'est pas prévu pour dégager des recettes, mais il y aura ce qu'on appelle le crédit plastique. C'est-à-dire que comme vous avez aujourd'hui du crédit carbone, et que si vous faites des projets qui absorbent du carbone, vous avez le droit de récupérer l'argent de ceux qui ont des crédits carbone négatifs, demain, il y aura le crédit plastique. Et ça commence à être mis en place, et notamment par les mêmes organismes qui travaillent sur le crédit carbone. Ça veut dire qu'on sera capable, par exemple, nous, de valoriser par rapport à des fabricants de plastique qui, eux, auront des crédits négatifs et devront payer une certaine forme d'amende supplémentaire par rapport à ce crédit, une taxe qui finalement encouragera des opérations de recyclage, ben nous, on aura des crédits positifs. Et donc, par exemple, on pourra toucher $1000 à la tonne ramassée, ce qui viendra nous amener des fonds supplémentaires qui viendront nous aider à faire, à être en mode d'opération. Donc ça c'est un point important, mais finalement, par rapport aux coûts, etc., on restera dans un aspect négatif. Alors nous, on n'a pas vocation à fabriquer des bateaux et à les vendre. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais on a des solutions qu'on a développées et qu'on continuera à faire évoluer, et qu'on a des pays qui nous disent, écoutez, nous, ça nous intéresse, nous, à ce moment-là, on interviendra en mode de conseil. Donc, on n'a pas vocation à les fabriquer, mais on pourra dire, quelle est la solution qu'on a testée, qui est la plus adaptée à votre zone, où est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire, quel type d'équipage, quels moyens vous avez, etc., etc. Et à ce moment-là, les conseiller et puis partager peut-être des plans ou valoriser peut-être le fait qu'on partagerait nos plans parce que derrière il y a des brevets, des choses comme ça. Mais donc pas forcément ce qui pourrait quelque part financer la poursuite de nos études pour continuer à faire évoluer nos outils. Mais on n'a pas vocation à fabriquer des bateaux et à les vendre. Merci Stanislas. Arnaud, peut-être je te laisse prendre la main pour Yes. ton intervention. Voilà, il nous reste 10 à 15 minutes à voir si on a encore des questions qui arrivent. Mais Ouais. Bon, moi, j'en profite. Du coup, j'avais une petite question. Je me souviens quand on avait discuté le bateau, je crois, prévu pour 2025 ou quelque chose comme ça. Et la construction du bateau a-t-elle déjà commencé ou c'est encore... Alors, non, alors je suis peut-être passé un peu vite dessus. Là, on est dans la phase de sélection du chantier naval qui devrait nous amener à fin 2023. Et ensuite, en fonction des créneaux du chantier qui aura été sélectionné et du temps de construction, on est sur deux années au moins. Donc, on pense que le bateau, il sera pas à l'eau avant 2026. C'est pour ça aussi qu'on accélère sur la partie Mobula et parce que c'est le Manta, c'est un chantier gigantesque. Donc, on accélère sur la partie Mobula pour commencer à avoir des opérations et commencer les opérations de recherche, de sensibilisation en parallèle. Donc le Manta lui-même, hein, c'est 2026. Et donc une fois même qu'on aura choisi le chantier naval et qu'il sera en construction, c'est là qu'on va commencer à d'ores et déjà travailler sur la version 2 du Manta, qui n'aura pas forcément des laboratoires de recherche, une salle de conférence. Le premier sera vraiment flagship et sera vraiment un outil ambassadeur de notre cause et de l'importance de communiquer sur l'importance de lutter contre la pollution plastique. Les autres auront peut-être plus vocation à être 100% focus sur la collecte et la transformation. Voilà, donc ça aussi, on sait que ça fait partie voilà. Et alors, une chose que j'ai pas dit, un bateau comme ça, c'est 40 millions d'euros. Donc effectivement, 42 millions d'euros exactement, Manta plus Mobula et plus. Voilà, donc ça coûte cher de construire des solutions écologiques pour aller chercher du plastique dans les océans. C'est pour ça que personne ne le fait. Hein. C'est pour ça que c'est les ONG qui font ça, hein, parce que s'il n'y a pas d'ONG qui font ça, personne n'arrivera à financer ça. Alors, et comme je vous l'ai dit, après, par rapport au nombre de solutions qu'il faudrait, au nombre de Mobula ou de Manta, peut-être qu'il faudrait 200 Manta et 1000 Mobula. Donc, on se parle de 3 milliards d'euros. Bah, si ça coûte 19 milliards d'euros, pourquoi on ne trouverait pas les moyens de les financer? Donc, mais c'est ce qu'on veut prouver, et nous, par nos premières opérations. Et puis, on pense qu'à un moment, voilà, enfin, les chiffres sont flippants.
Bah, merci beaucoup en tout cas Stanislas Donc, pour ces infos. Alors, on va peut-être pas aider à hauteur de 42 millions d'euros, mais on va faire ce qu'on non, mais, de notre côté. tout, En tout cas, pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, et la question qui avait été posée tout à l'heure sur, bah, voilà, chacun a un peu un rôle à jouer dans le recyclage des déchets. Vous le savez peut-être, mais nous, on a mis en place un peu partout chez Extia du recyclage. Il faut savoir que c'est un réel engagement parce que souvent, les systèmes de recyclage des déchets sont gérés par les bâtiments dans lesquels on peut travailler. Et nous, on a vraiment mis l'accent sur bah, voilà, des sociétés qui viennent faire récupérer nos déchets, recycler, etc. Donc, il y a des réels engagements vis-à-vis de ça. Donc, voilà, un petit pour l'anecdote. Et puis, on est ravis du coup de faire du mécénat avec The Sea Cleaner. Donc tout à l'heure, Marie-Hélène vous en parlait. On fait 3 types de mécénat. Hein. On a le mécénat financier, le mécénat en nature et le mécénat de compétences. Alors pour le mécénat de compétences, effectivement, on en fait depuis 2015. L'objectif au début, c'était de proposer aux consultants qui sont en interprojet de s'engager sur des missions avec des partenaires associatifs. Et aujourd'hui, on a mis en place une plateforme sur Wenabi, où j'espère on pourra retrouver certaines missions pour aider l'association voilà, dans différents sujets, voilà, que ce soit sur le site web, que ce soit dans plein de sujets IT, ingé, pourquoi pas sur du BIM, parce que je vois qu'il y a beaucoup de modélisation aussi à faire. Enfin voilà, mettre à profit les compétences que tous les extiens ont pour aider cette association. Faut savoir aussi que The Sea Cleaner, c'est pas la première association environnementale sur la protection de l'environnement qu'on accompagne. Vous l'avez peut-être entendu, l'année dernière, on a sponsorisé aussi un bateau qui s'appelle Use It Again, qui est issu de l'économie circulaire, voilà, qui véhicule aussi beaucoup de valeurs sur la protection des océans, le recyclage, voilà, la prise de conscience justement de ce qui se passe au niveau de l'environnement. On a aussi accompagné Planète Urgence, qui est une association plutôt là sur Terre, mais aussi Surfrider ou encore Bloom, voilà, qui est une association qui lutte contre la surpêche, la pêche électrique, enfin, voilà, toutes les mauvaises choses qu'on est capable de faire, nous humains. Aujourd'hui, on va accompagner The Sea Cleaner avec un don financier de 3 000 €. On va certainement faire un don, c'est sûr, d'ordinateur. Et puis, j'espère vous accompagner bientôt via la plateforme Wenabi sur du mécénat de compétences. Alors voilà, ça va être assez varié, hein, j'espère, sur l'émission. Pour les extiens qui le souhaitent, vous pouvez vous connecter via Vamos, où vous avez un espace, un encart pour aller directement sur Wenabi, pour ceux qui n'ont pas encore créé de compte. Vous pouvez retrouver aussi plusieurs associations, hein, pas uniquement The Sea Cleaner, même si je pense que vous êtes les bienvenus dans l'association. À savoir aussi que chaque mois, on va essayer de proposer des thèmes aux collaborateurs, des thèmes différents pour pouvoir sensibiliser et toucher un maximum de personnes. Donc, le mois de février, finalement, c'était le mois de la protection des océans, donc d'où notre partenariat avec The Sea Cleaner. Ce mois-ci, on est sur des sujets du numérique responsable. Donc, si vous êtes intéressé par ces sujets-là, n'hésitez pas à vous engager aussi. Et le mois prochain, ce sera potentiellement la sauvegarde du patrimoine. Donc voilà, un petit peu l'idée générale des mécénats. Encore merci et puis bon courage pour toutes ces actions qu'il y a à faire avec The Sea Cleaner. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions autour du mécénat de manière générale. Alors, il y a Lévin qui est en train de taper, mais je ne sais pas si... Ah non. Non, elle nous remercie. En tout cas, merci à toi. Moi, j'en profite pour vous remercier pour votre soutien, puis pour nous donner aussi l'opportunité de parler de la problématique et puis de nos actions. C'est important. On a c'est voilà, comme nous, ce qu'on va collecter avec un bateau, c'est une goutte d'eau.
toutes les gouttes d'eau sont importantes et permettent d'avancer et voilà et de prendre conscience des choses et de faire que voilà on peut avancer. Donc c'est formidable et merci, vraiment merci beaucoup.